Dès le 9e siècle, les côtes normandes ont été la cible de redoutables vikings qui multipliaient les raids et tentaient d'y installer des bases pérennes. C'est d'ailleurs pour se protéger de ces incursions que le roi de France, Charles le Simple, passa un accord avec le viking Rollon et créa le duché de Normandie. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, Vincent vous propose de revivre l'épopée des ducs les plus fameux. D'abord avec Lionel, marathonien qui s'apprête à suivre le périple de Rollon le marcheur au pas de course. Il est loin, Rollon, alors faut courir longtemps comme ça? 2 semaines et demie. Oh là là. Faire à peu près 1500 km. Vincent visitera ensuite le nouveau village carolingien du parc d'Ornavik pour mieux comprendre les us et coutumes de la région avant l'arrivée des Vikings. Oh là là, quand on arrive comme ça, on a l'impression qu'on est dans un petit paradis. Puis il ira au château Gannes, se plonger dans l'histoire des baronnies et seigneuries normandes, aux relations parfois conflictuelles avec les ducs. Ça va, Bonjour, Vincent? bienvenue Merci. à Châteauganne. Avant de retrouver Jean-Pierre et ses 15 bikers pour une chevauchée fantastique sur les traces de Guillaume le Conquérant, de Falaise jusqu'à Caen. On aime bien avoir un but à la balade. On va pas prendre les Harley histoire de dire on va bouffer du kilomètre. Enfin, nous rejoindrons Pascal pour une visite du château de Caen. Et le palais de Guillaume le Conquérant, il est là, en bas, sous nos pieds. C'est ça. Avant de terminer en musique avec l'association Capriole dans la fameuse salle de l'Échiquier, d'où Richard Cœur de Lion, lui aussi duc de Normandie, aurait lancé les croisades. Histoire de se balader, en route pour la tournée des Grands-Ducs. Salut Lionel! Bonjour. Oh, ça va? Oui, très bien. On m'a dit que tu courais après Rollon, le premier duc de Normandie, c'est Tout vrai? à fait. Bah oui, parce que je suis marathonien. Alors je vais refaire un remake de Rollon dans les pays scandinaves. Attends, tu vas partir d'où alors? On va partir du nord de la Norvège, d'Alesund. C'est là où est né Rollon, d'après la légende. D'accord, Rollon qui a été le premier duc de Normandie. Exactement. Et qui a eu la Normandie après le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Exactement. Et alors donc tu pars de Norvège et ensuite tu fais quoi? Eh bien, on va faire la Suède, le Danemark. Après, on va rejoindre Bayeux, la tapisserie, bien évidemment. Et après, pour revenir à Ornavik. Ah, t'as une bonne foulée quand même, hein? Ah oui? Eh ben, écoute, j'ai l'habitude. Tu cours combien par semaine par exemple, toi? C'est à peu près 120 km par semaine. Non, En c'est temps vrai? normal, oui. Ah ouais, moi je fais 100 mètres par semaine des fois. 100 mètres? Ouais, en courant, c'est pas mal pour Ben, attraper c'est le bus. bien. Eh ben, c'est bien, ça fait du sport, c'est C'est super. un début. C'est un début. Mais alors en fait, Rollon, lui, il était à cheval. Et toi, tu refais son parcours à pied. Pourquoi? Eh ben, parce que Rollon était soi-disant à cheval, mais il était appelé Rolf le Marcheur, mais il avait de très grandes jambes. Et comme il avait des grandes jambes, la légende dit qu'il ne pouvait pas rester sur un cheval. Les jambes traînaient. Donc il était obligé de marcher. D'où Rolf le Marcheur. Toi, t'es normand. Je suis normand. Alors ça veut dire que t'as peut-être du sang de Rollon dans tes veines. Bah, bien sûr, autrement je serais pas là aujourd'hui. Oh, et il est loin, Rollon, alors faut courir longtemps comme ça? 2 semaines et demie. Oh là là. Faire à peu près 1500 km. Ah oui, d'accord, ok. Je vois que tu commences un petit peu à t'essouffler. Ah ouais, ça Non, commence mais- tout doucement. Enfin, ça fait quand même déjà presque 2 heures qu'on court. Ouais, Donc, au moins 2 c'est minutes, normal, en effet. C'est normal. Bon bah je continue, puis je vais aller découvrir Ornavik, tu sais, Eh ben, pour voir la vie au quotidien. Eh ben, merci Je te d'être laisse. venu avec moi. Allez, ciao, Et j'y à vais. plus tard. Salut. Bye bye. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise. Bon bah je vais le découvrir, ce village carolingien. Oh là là, quand on arrive comme ça, on a l'impression qu'on est dans un petit paradis. Hein. Les arbres en fleurs, les petites maisons en chaume et en torchis. C'est la carte postale. Là, on est au 9e siècle. C'est un village carolingien. Et Pascal, ah bah voilà. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Ouais. Bonjour bien. les filles. Donc Ça accueilli va par Magnus, Carolus, Carolus, ça vient de? Charlemagne. Ah bah voilà, c'est ça, d'accord. Là, on est dans un village avant l'arrivée des Vikings. Bien sûr. Tel que les Vikings ont pu découvrir la vie en arrivant sur la terre de France, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Tout à fait, tout à Et fait. on avait des animaux. Tout à fait. Et plein d'animaux autour des fermes, bien sûr. En divagation, ils étaient libres. Hein. Et alors, si on regarde ta maison,
tout fait à la main, mur en torchis, voilà, tout en chaume. Alors, l'épaisseur des murs, gardait soit la chaleur ou soit la fraîcheur en fonction de la saison. Et puis on a le feu à l'intérieur, donc voilà, on vivait vraiment, on avait tout ce qu'il fallait. C'était un grand village, chaque ferme avait son jardin potager et les animaux vivaient aux alentours. Il n'y avait pas d'enclos. En fait, les enclos, c'était pour les jardins, pour justement que les animaux n'aillent pas dans les jardins, justement. Comme là. Voilà, exactement. On tout peut à aller fait. voir les jardins? Oui, bien sûr. On Il y peut a des aller choses voir. à manger dans les jardins? Bien sûr. Alors en fait, là, on est dans un potager hein, de l'époque carolingienne. Est-ce que ça suffisait à alimenter une famille entière pendant une année? Bien sûr, oui. Alors, étant un grand spécialiste des plantes, je vais pouvoir te dire que ça, c'est un asparagus tarcoïdes. Non, en fait, je ne sais pas. Ouais, je vais plutôt appeler Françoise, qui est la grande Françoise. spécialiste des plantes et des jardins. Donc, Françoise, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque qu'on ne mange plus aujourd'hui? On avait ce qu'on appelait les légumes perpétuels. Hein. Par exemple, le poireau qui est là-bas, on a un poireau perpétuel, on le coupe et il repousse tout le temps. On n'a pas besoin de semer, etc. Il y a un autre jardin là-bas. On peut aller jeter un œil parce que... Oui, tout à fait. Le jardin des simples. Ah, c'est Ouais, ça. tout à C'est fait. médicinal, c'est un jardin Exactement. médicinal. Toutes les plantes médicinales. D'accord. Alors en fait, ça c'est la trousse à pharmacie de l'époque en quelque sorte. Donc ici, on a réparti nos plantes selon les maladies soignées. Alors là, on est Les infections devant quelle soignées. maladie? Donc là, on est tout ce qui concerne le ventre. On va avoir par exemple la plante qui commence à fleurir que l'on appelle le chardon-marie. Et donc ça soigne le foie. Quelle serait la plante au XXIe siècle qui serait la plus importante pour se soigner au quotidien? Je dirais que ce sont les plantes ancêtres de l'aspirine. Ah, donc la reine des prés. La reine des prés ou du saule blanc. Donc si j'ai mal au crâne, hop, je me tourne vers cette plante-là. Voilà. Ici, on est au niveau du ventre. Là, on est où? Au niveau des maux de gorge. Des maux de gorge, Des d'accord. maux de gorge. C'est génial. Et alors là, ça c'est le transit, c'est tout en longueur, non? C'est pas le transit. Alors là, c'est le début du côlon, on arrive à la fin. Voilà, exactement. Ensuite, on a un carré réservé aux femmes, D'accord. donc tous les petits problèmes des femmes. Ah oui, donc en fait, on peut soigner la totalité quasiment des maladies On peut avec le faire. ce jardin qui s'appelle le jardin. Le jardin des simples. Alors, pourquoi Pourquoi simple? Parce qu'avec une simple plante, on peut soigner une maladie. Merci Françoise. Bon, on continue la balade. On va Oui. voir la ferme. Tout à fait. Allez, c'est parti. Merci Françoise. Je vais essayer de retenir tout ça. On y est là, hein. On s'y croit. Hein. Oui, tout à fait. Alors déjà, le corps de ferme, il était en L. Oui, C'est en L tout comme à ça. fait, puisque nous avons les animaux d'un côté, les tables, Ah. et de l'autre côté, la maison d'habitation. Bonjour. 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 Ah, ça travaille le bois. On travaillait le bois à Ouais. l'époque. Bonjour. On prépare la Bonjour. cuisine aussi. Donc en fait, ça c'est une assiette carolingienne. Tout à fait. ouais. On mangeait dans du bois. Tout était en Tout est bois en fait. Ouais, exactement. Je ne savais pas que c'était les Carolingiens qui avaient inventé le frisbee, moi. Non? C'est pas ça, c'est une assiette en bois en fait. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Carolingiens quand les Vikings sont arrivés? Eh bien, finalement, pas grand-chose, puisque Ah bon les Vikings se sont intégrés complètement. Contrairement à Ah oui. beaucoup de peuples qui ont envahi certains territoires ailleurs, les Vikings se sont complètement intégrés au village carolingien. Voilà, ils n'ont pas imposé leur culture, ni imposé leur langue, Donc ils se sont fondus dans la population, quoi, en quelque sorte. complètement. Je vois qu'ici, on est en train de travailler Voilà, la laine. La laine, donc le D'accord. tissage. Hein. Et les femmes, tissent. Les enfants s'occupent plus particulièrement Ah, des d'accord. animaux. Hein. C'est les enfants qui gardent les animaux. Ça commence à sentir bon. Ça commence à faire faim, là. Hein. Ouais. Ah, la cuisine. Voilà, les légumes qui sont en train de cuire. Alors en fait, on était plutôt sur des modes de bouillon, de cuisson Oui, dans l'eau. voilà, alors. c'est poté, voilà, tout à fait. Les légumes du jardin que l'on cuit avec la viande à l'intérieur. Mais alors en fait, les Vikings, quand ils sont arrivés ici, tu me dis qu'ils se sont intégrés assez facilement à la population. Mais ça a pris combien de temps, cette intégration, elle a pris combien de temps? Les premières incursions vikings étaient dans les années 870, D'accord. donc jusqu'en 911, voilà. Ah, il a fallu 41 ans Exactement. pour que en fait, les Vikings puissent vraiment se fondre dans la société carolingienne. Tout à fait. Ça a mis plusieurs années et c'est Ouais. ce qui fait que l'intégration s'est fait facilement jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse signature du traité avec le roi de l'époque Eh oui. qui était Charles le Simple. Moi, je continue mon aventure, puis je vais voir ce qui s'est passé après Rollon. D'accord, ok. Et bien à bientôt alors, au Merci. plaisir. À bientôt. Ok, Allez, merci. ciao.
Alors sur les pas des ducs de Normandie, je viens de découvrir ici en Suisse normande le château de Gannes où je vais retrouver Vincent, un archéologue. Intrus dans l'enceinte! Intrus autour du château! Ouais, enfin... À la gare! Il exagère un petit peu l'olifant pour les ennemis. Ennemis. En gros, je suis pas sûr d'être le bienvenu. On va voir. Ça va chauffer, ça va chauffer. Avec moi! Oula, j'y vais, moi. J'y vais. Bonjour. Ami ou ennemi? Le passager, je veux voir le château. Enfin, j'ai rendez-vous avec Vincent, qui est archéologue. Ah, il me semble. Soyez les bienvenus dans l'enceinte de Château-Gannes. Merci. Merci, monseigneur. Ouais, il y a de la poigne, là. Je récupère ma main et puis j'y vais. Merci. Il n'y a point d'inquiétude. Ok, point d'inquiétude. En tout cas, je suis bien protégé. J'ai cru que j'allais me faire trucider au début. Il n'est pas facile, hein? J'ai eu un petit peu Ouais, peur quand il est même. pas facile. Il est vraiment Ça pas va, il m'a facile. laissé rentrer. Bon, Ça va, bonjour, Vincent? bienvenue à Merci. Château-Gannes. Alors là, on vient de connaître un petit peu le début de l'histoire de Rollon, le premier duc de Normandie. Est-ce qu'on est à la même époque ici? Alors, on commence certainement à la même époque. La difficulté, c'est que ces châteaux-là, ces seigneurs-là, parce qu'ici, on est sur le seigneur de la Pommeraye, on les connaît très mal. Mais vraisemblablement, ici, on est sur un château d'une de ces familles qui existait avant l'arrivée de Rollon et l'installation de Rollon comme duc de Normandie, parce que Rollon était quelqu'un de très intelligent. Évidemment, quand il s'est installé à la faveur de ce que lui a accordé le roi, il s'est Pour être appuyé. tranquille, d'ailleurs. Voilà, mais surtout, il s'est appuyé sur les pouvoirs qui existaient sur place, il s'est appuyé sur les seigneurs carolingiens qui existaient sur place, ce qui lui a permis de conforter et d'asseoir son pouvoir. Au moment de Rollon, en fait, c'est un territoire qui est densément peuplé. L'archéologie le montre très bien. Finalement, les Vikings n'ont jamais rien détruit, ou quasiment pas. Ils se sont attaqués aux monastères, parce que les monastères, c'est là où on avait des richesses qui étaient accumulées. Mais finalement, on a des paysans qui travaillent partout, on a des seigneurs qui sont déjà installés partout. Et en fait, ce que va comprendre Rollon très très vite, c'est qu'il faut qu'il s'appuie sur ces gens-là, qui ne détruisent pas ce qui finalement lui fera sa richesse. Donc c'est déjà le début de la diplomatie, en tout cas la continuité de la diplomatie. Rollon est un excellent diplomate. Rollon, il a un problème, c'est que c'est un viking, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont installés sur les côtes de la Manche, et notamment dans le Cotentin. Et donc, il va falloir s'appuyer sur les pouvoirs ici locaux et sur le roi de France pour pouvoir prendre l'ascendant sur les autres vikings, les autres Scandinaves qui sont établis, et finalement contrôler ce territoire-là qu'on appellera plus tard le duché de Normandie. Bien joué, Rollon. Bien joué. 911. On est en 911. Est-ce qu'on peut considérer que le premier duc de Normandie, c'est Rollon? Le premier duc de Normandie que l'on connaît, c'est Rollon. Et le dernier, c'est Louis XVII, Louis XVI? Ah non, alors en fait, les ducs de Normandie, en 1204, en fait, le duché de Normandie est rattaché au royaume de France. Et à partir de ce moment-là, en fait, le duc de Normandie n'est plus qu'un titre qui n'a plus de sens, qui n'a plus de signification, donc on perd ça. Voilà. Alors donc, il y a eu combien de ducs de Normandie entre, par exemple, les deux plus célèbres, c'est-à-dire Rollon et le fameux Guillaume le Conquérant? Il y en a 6. De Rollon, dit aussi Rolf le Marcheur, de Guillaume Longue-Épée, de Richard Ier, de Richard II et de Richard III, Robert le Magnifique, dit le Libérable ou Robert le Diable, jusqu'à Guillaume le Conquérant, qui sera roi d'Angleterre. Quand Guillaume conquiert l'Angleterre, en fait, il confisque les châteaux des anglo-saxons parce que ce sont ses ennemis, et il y installe sur ces seigneuries et sur ces châteaux-là des seigneurs normands. Le but du jeu est donc d'avoir un ancrage territorial d'un pouvoir. Si on n'a pas cet ancrage territorial, finalement, on est hors sol, vraiment, à proportion. Et c'est même pour ça que Guillaume va être suffisamment malin pour construire des châteaux qui sont du même modèle en Angleterre et en France, pour montrer qu'on a une unité culturelle, et on va même beaucoup plus loin, parce que Guillaume fait importer de la pierre de Caen pour construire les châteaux et les églises en Angleterre à la mode normande. Alors on parle des ducs de Normandie. Le terme duc, qu'est-ce qu'il signifie exactement? Ça vient de dux. Dux, c'est un pouvoir militaire que l'empereur confiait à un militaire qui était chargé de défendre une frontière. Exactement ce que Charles le Simple fait à Rollon, c'est de lui confier la défense d'une frontière militaire. Et donc le duc est un titre militaire. Alors la structure des châteaux est un peu souvent la même, c'est-à-dire qu'on a une basse-cour et une haute-cour. On vient de traverser la basse-cour. La d'accord. basse-cour, en fait, correspondant à l'espace dans lequel on a tous les bâtiments fonctionnels. La haute-cour correspondant à l'espace de l'expression du pouvoir Bon, seigneurial. on va voir. Nous, c'est la haute-cour pour nous, Vincent. Allons voir la haute-cour. Vincent pour la haute-cour. Là, en fait, on est ici, dans la haute-cour, sur le réduit défensif par excellence, c'est-à-dire que c'est protégé, c'est là où on vient se réfugier en cas de difficulté, et c'est surtout le lieu d'expression du pouvoir seigneurial.
Voilà mes amis bikers, avec en tête de cortège Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, c'était un prof d'histoire. Il est fan, il est fondu de Guillaume le Conquérant et des ducs de Normandie. Donc avec eux, je vais faire la route des ducs. Allez, la tournée des grands ducs, on va dire. Ah, aligné au cordeau en plus. Je suis impressionné. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Jean-Pierre. Est-ce qu'on dit, c'est toi le chef, c'est comme ça qu'on dit? Non, on appelle ça un directeur. Un directeur. Et alors, vous avez une particularité, vous, en dehors d'être ici, là, en Normandie, on se retrouve à Falaise, c'est que vous êtes fan des ducs de Normandie. Alors, en plus, tu me donnes rendez-vous ici. Sous la statue de Guillaume. De Guillaume le Conquérant. Voilà. C'est celui qui, on va dire, qui a marqué la région et qui a marqué l'histoire. Guillaume est devenu duc de Normandie à 12 ans. Oui, c'est un peu Mais jeune à quand 12 même. ans, c'était un petit peu jeune, quoi. Il était encore au collège. Il a dû asseoir son autorité. Il a fallu après. asseoir son autorité. Qu'est-ce que tu vas m'emmener faire comme parcours alors? Le parcours qu'avait fait Guillaume entre ses 12 et 17 ans, quand il est allé se réfugier pour se protéger des barons qui voulaient sa peau, en quelque sorte. Ah ouais, d'accord. J'ai pris mes lunettes de Ouais, motard. ça peut servir, ouais. Non, c'est plus en Bretagne, ça, Comme quand ça il y a de l'eau. Là, on est bien. Là, on C'est est plus bien. en Bretagne. Non mais quoi? Alors, un blouson léger. Ce parcours qu'il a fait de 12 à 17 ans, c'est ça? C'est ça, parce que c'était des barons qui voulaient carrément sa place, quoi. Ah ouais, d'accord. Il a réussi à échapper apparemment à plusieurs empoisonnements. Dès sa jeunesse, déjà, il devait montrer un certain caractère pour s'en sortir. Alors. Ah, il avait quand même un sacré caractère. Parce que finalement, quand il est revenu et qu'il a réussi à vaincre les barons, celui qui menait la coalition, Grimou du Plessis, il aurait pu le tuer tout simplement. Oui. Non, il l'a dépecé, il a fait tanner la peau et il en a fait un tapis de sel pour son cheval. Sympa, Guillaume. Sympa. Sympa. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Voilà. Ah. Alors là, on est arrivé au gué de Bully. Le gué Bully? Le gué de Bully, l'endroit où Guillaume a traversé l'Orne pour venir reprendre possession de son fief de Falaise. Ah d'accord, mais il y a un pont là alors, on va Alors voir il y a ça. un pont, je vais te montrer ça, on va aller jusqu'au pont. Ça roule. Alors pour bien comprendre là, c'est l'armée de Guillaume le Conquérant qui veut traverser. Alors il a 17 il veut ans, c'est ça? revenir, il a 17 ans, il a été réfugié pendant à peu près 4 ans du côté de Valognes. Et là, à 17 ans, il essaie de reconquérir son fief. Et ici, c'était l'endroit où il pouvait traverser parce qu'il y avait un gué et parce que le fief de Thuriarcourt, où était Raoul Tesson, s'était rallié à Guillaume. Ah d'accord. Donc là, il était en sécurité. C'est quelqu'un qui a dominé son époque, on peut dire ça comme ça. Sans doute, il était plus connu que le roi de France. Toi, la fascination que tu as pour Guillaume le Conquérant, c'est à cause de son parcours, sa bravoure au combat, c'est parce que c'est quelqu'un de local. Ouais, d'accord. Le fait que ce soit réussir à imaginer que ce sont des choses qui se sont passées dans ces paysages-là. Et alors, ce qui peut être étonnant, c'est que quand on voit votre groupe de bikers, vous êtes fan des Harley-Davidson, fan de la culture américaine, et en fait, vous êtes très féru de culture et d'histoire française aussi, en fait. En fait, on aime bien avoir un but à la balade. Ouais. On va pas prendre les Harley histoire de dire on va bouffer du kilomètre. Non, c'est on va à un endroit, on va visiter un moulin, on va visiter un musée, on va sur une plage du débarquement. Un but. Un but. Et alors, en plus, comme on est juste à côté de Caen, ça serait bien, tu me parlais de but, de finir. Ouais, voilà, ben, je vais château de Guillaume. t'emmener à l'intérieur du château de Guillaume. Ok, très bien. Merci Jean-Pierre. J'ai vécu un super moment. Merci à vous. Ciao. Putain, j'entends rien. Ah, voilà. Bonjour Pascal, ça va? Bonjour Vincent. Alors toi, tu es en charge de la conservation du château de Caen devant lequel on se trouve en ce moment. Est-ce que à l'intérieur de ce château,
on peut voir ou pas le palais, le fameux palais de Guillaume le Bien Conquérant. sûr, il reste les vestiges du palais de Guillaume qui ont été fouillés par Michel de Bois dans les années 60 et qui ont été aménagés pour être visibles par le public. Ok, bah t'es mon guide. On y Je va te suis, je me laisse faire. C'est parti. Ah oui, donc on a une sacrée vue d'ici quand même. Alors, donc, ce que je comprenne bien, là, en fait, ce qui ressemble à une chapelle à droite, on voit ici un grand château moyenâgeux ici, et le palais de Guillaume le Conquérant, il est là, en bas, ça, sous nos pieds. C'est ça. Le pavement qui reste au sol était quelle pièce? Donc ce serait le hall de Guillaume. Donc le rez-de-chaussée aurait été la salle de réception pour les hôtes de marque et ces appartements privés auraient été à l'étage de ce bâtiment-là. Ce qu'on en voit ici est une reconstitution. Et l'architecte en chef de l'époque a demandé aux ouvriers de marteler les dalles pour leur donner un aspect cassé. Ouais. Donc ce qu'on voit, c'est une reconstitution du pavage du XVe siècle. Le niveau occupé par Guillaume le Conquérant, quand il occupait ce hall-là, c'était un petit peu plus bas dans le sol, Ouais. et c'était un sol en terre battue. Et est-ce qu'on sait comment était décoré l'intérieur? Est-ce qu'on a une idée des Non. fastes ou pas de l'intérieur de ce palais? On a une idée, c'était du mobilier assez sobre, Ouais. souvent peint avec des couleurs vives, on voit ça encore en Angleterre. Oui, c'est vrai. Et c'est du mobilier que souvent on transporte. Le roi, en fait, il n'habite pas ici. Donc il se déplace et quand il se Prends ses déplace, déménageurs avec lui. il prend ses déménageurs Ah et oui. il amène tout. Et quand il s'en va, il ramène tout. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit donc la partie principale du palais. Juste en face, le terrain de pétanque. Alors le terrain Il y a de des pétanque, graviers, quand même. aujourd'hui, à l'époque de Guillaume, c'était la chapelle palatine, la chapelle Saint-Georges. Ce qui est étonnant en voyant là le palais de Guillaume le Conquérant, il paraît rikiki par rapport au personnage. Et il est un petit peu rikiki, quoi. Je dirais que le château de Caen, c'est un petit peu fait dans la hâte. Guillaume, il est sorti vainqueur à la bataille de Vallès-Dune. Il a besoin de s'imposer dans l'ouest du duché et il construit son palais ici. Donc il construit le château vers 1060. En 1066, il est déjà parti, en quelque sorte. C'était pas sa seule résidence. Il y avait plus de 40 châteaux ducaux sur la Normandie. Donc il choisissait celui où il avait envie d'être. L'histoire du château ici, elle ne s'arrête pas non plus avec Guillaume le Conquérant. Elle continue, l'histoire du château. Elle continue avec ses fils. Pour bien comprendre la généalogie, donc Robert le Magnifique, c'est le père de Guillaume le Conquérant. Et alors Guillaume le Conquérant, la lignée ensuite qui va jusqu'à Richard Cœur de Lion, il y a combien de générations? Il y a trois enfants directs, trois garçons directs. Alors Robert, Guillaume le Roux et Henri Ier. À la mort de Guillaume, c'est Robert, son fils Robert, qui devient duc de Normandie, tandis que Guillaume le Roux devient roi d'Angleterre. Donc ça crée un problème, ça va créer des conflits entre eux. Les barons qui possèdent à la fois des terres en Normandie et en Angleterre vont plus savoir à quel sein se vouer. Donc il y a des guerres. À la mort d'Henri Ier, puisque c'est lui qui va réunifier le duché et le royaume d'Angleterre, c'est Mathilde l'emperesse qui va prendre la succession d'Henri Ier. Et c'est le fils qui prendra donc le pouvoir après, Henri II. Et après, on va avoir Richard Cœur de Lion et Jean Santerre qui sera le dernier duc. On dirait une petite chapelle, ça. La petite chapelle, comme Enfin, tu dis, grande chapelle. Grande chapelle, c'est même pas une chapelle, c'est l'échiquier des ducs de Normandie. Et c'est dans ce lieu qu'en 1182, le roi Henri II réunit plus de 1000 chevaliers. Ouais. Ses fils sont là aussi, et c'est peut-être là que Richard Cœur de Lion pense déjà à partir en croisade. Donc il va partir effectivement en croisade, puis à son retour, l'influence de la Normandie est telle que le roi de France prend peur et les conflits vont se multiplier. Et c'est le roi de France, Philippe Auguste, qui finira par l'emporter et ce sera la fin du duché de Normandie. Donc les ducs de Normandie, la fin, c'est en 1204. 1204, terminé. Début 911, fin 1204. Voilà. Et là, on a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. Voilà. Je t'invite à aller dans l'échiquier si tu veux voir à quoi ça ressemble. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Je t'en prie. À bientôt sur un rempart ou entre deux créneaux. Tout à fait. Comme d'hab. Au revoir. Ciao. Ah. Des fois, il y a de la musique. C'est pas de la techno. Non, c'est un petit peu plus vieux que ça. Je me disais bien qu'il y avait une petite fête. Alors, sauf que c'est pas tout à fait une rave party.
On est plutôt dans une danse, on va dire, fin Moyen-Âge, début Renaissance. Incroyable. Je peux venir avec vous? Je suis 21e siècle, moi, au fait. Hein. On va vous réchauffer. Ah oui. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, damoiseaux, damoiselles, sur notre télévision nationale, France 3. On est bien, là, hein? Oh, la vache. J'ai failli me prendre une aisselle, moi.